Mon épouse a tenté d'utiliser mon frère, l'enfant prodige, comme donneur de sperme pour masquer leur liaison et j'ai donc fait appel à sa sœur parfaite à la place. Je m'appelle Julien et j'ai 32 ans. Après 3 années angoissantes passées à lutter contre ce que je croyais être une grave infertilité masculine, mon épouse Victoire s'est assise en face de moi à notre table de salle à manger et a suggéré avec désinvolture que nous utilisions le sperme de mon frère, Paul, pour qu'elle puisse tomber enceinte. Tandis que je fixais mon assiette, me sentant comme un échec absolu en tant qu'homme, mes parents, Bernard et Martine, sont intervenus pour soutenir agressivement son idée tordue. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit que c'était la solution logique parfaite car au moins le bébé aurait les gènes forts de Paul, maintiendrait l'héritage de notre famille et assurerait la lignée. Ils m'ont humilié chez moi, traitant ma plus profonde et sombre insécurité émotionnelle comme un problème logistique mineur qui devait être sous-traité aux favoris de la famille. Mais il y avait un détail énorme qu'aucun d'eux ne connaissait à ce moment précis. J'avais déjà consulté un autre spécialiste médical de l'autre côté de la ville, et mes véritables dossiers médicaux non altérés étaient bien enfermés dans ma mallette en cuir à l'étage. Et maintenant, ce sont eux qui sont ruinés financièrement, leur réputation complètement détruite dans notre communauté, et qui implorent une seconde chance qu'ils ne recevront absolument jamais. L'air de ma salle à manger était incroyablement lourd et suffocant ce dimanche soir-là. C'était un dîner de famille obligatoire standard, le genre que nous organisions une fois par mois pour maintenir les apparences de banlieue et satisfaire le besoin de contrôle de ma mère. Nous vivions dans une communauté résidentielle très stricte et le maintien de l'illusion de la famille parfaite était le passe-temps préféré de ma mère. Ces dîners mensuels se terminaient généralement de la même manière. Ma mère passait 1 heure à critiquer l'entretien de ma pelouse, mon choix de carrière ou mon absence de promotion récente au sein de l'entreprise de logistique où je travaillais. Mon père se retirait finalement dans le salon, s'endormant dans mon fauteuil inclinable en cuir coûteux pendant que le reste d'entre nous nettoyait l'énorme désordre dans la cuisine. Victoire, mon épouse depuis 5 longues années, avait été inhabituellement silencieuse toute la journée. Elle avait passé tout l'après-midi à préparer méticuleusement un rôti énorme, mais elle poussait sa propre nourriture sur son assiette en porcelaine, évitant activement tout contact visuel direct avec moi. J'ai honnêtement pensé qu'elle était juste épuisée. Nous avions passé les 3 dernières années à fréquenter diverses cliniques de fertilité haut de gamme, épuisant nos comptes d'épargne conjoints, liquidant des parties de mon portefeuille d'actions et érodant lentement le fondement même de notre mariage. Chaque test de grossesse négatif était comme un coup physique à ma poitrine. C'était moi qui portais la culpabilité immense et suffocante. Selon le dossier médical épais et lourdement annoté que Victoire gardait enfermé dans son bureau méticuleusement organisé, j'étais le seul problème. Les documents officiels qu'elle me montrait indiquaient que je souffrais d'une grave infertilité masculine. Les médecins auraient dit qu'il n'y avait pratiquement aucune chance de conception naturelle et que même la FIV serait un pari énorme et coûteux. Je passais mes nuits à lire des forums de soutien en ligne dans l'obscurité, me sentant comme si j'avais fondamentalement échoué envers mon épouse, échoué envers ma lignée familiale et échoué à la seule tâche biologique de base qu'un homme est censé pouvoir accomplir naturellement. Je me sentais complètement brisé. Puis, juste après le dessert, Victoire a raclé bruyamment sa gorge. Elle a posé sa lourde fourchette en argent avec un cliquetis net et retentissant contre l'assiette en céramique. Le son a traversé la pièce silencieuse comme un coup de feu. Elle a regardé directement mes parents, Bernard et Martine. Puis, elle a regardé mon frère aîné, Paul. Enfin, ses yeux froids et calculateurs se sont posés carrément sur moi. Elle a exposé son plan machiavélique avec l'efficacité froide et impitoyable d'une avocate d'entreprise présentant une plainte. Elle a déclaré que nous n'avions plus du tout d'argent liquide pour d'autres traitements de FIV coûteux. Elle a déclaré que le processus d'adoption standard était entièrement trop cher, nécessitait trop de vérifications d'antécédents invasives et prenait beaucoup trop d'années à finaliser. Puis elle a suggéré avec désinvolture la gestation pour autrui traditionnelle, mais avec une tournure très spécifique et profondément dérangeante. Elle voulait un donneur de sperme, mais elle a fermement déclaré qu'elle ne voulait pas d'un étudiant anonyme d'une banque de sperme stérile aléatoire. Elle voulait quelqu'un dont nous connaissions et en qui nous avions confiance l'historique médical et la composition génétique. Elle voulait mon frère. Elle voulait que Paul soit le père biologique de mon enfant. Le silence qui a immédiatement suivi sa déclaration était absolument assourdissant. J'ai littéralement arrêté de respirer. Mes poumons refusaient d'absorber de l'oxygène. J'ai lentement regardé Paul. Il était assis au bout de ma table, faisant tournoyer un verre de mon meilleur bourbon coûteux, essayant et échouant complètement à cacher un sourire massivement arrogant. Mon frère,
l'enfant prodige par excellence, l'homme à qui tout dans la vie avait été donné sur un plateau d'argent depuis le jour de sa naissance. Je m'attendais pleinement à ce que mes parents soient instantanément indignés. Je m'attendais pleinement à ce que mon père claque sa lourde main sur la table à manger et mette immédiatement fin à cette suggestion incroyablement inappropriée et très offensante. J'attendais que ma mère dise à Victoire qu'elle franchissait une énorme frontière impardonnable. J'ai attendu la défense qui n'est jamais venue. Au lieu de cela, mon père a hoché la tête lentement, se frottant le menton comme s'il évaluait un solide investissement immobilier commercial. Ma mère s'est penchée en avant sur la table, ses yeux s'illuminant d'une excitation authentique et écœurante alors qu'elle prononçait cette phrase écrasante sur Paul ayant des gènes forts et gardant la lignée familiale pure. Elle a même souri. Elle a souri tout en participant activement à l'humiliation complète de son fils cadet. J'ai senti tout le sang se vider complètement de mon visage. Je ne pouvais pas former un seul mot cohérent. Ma propre famille négociait avec désinvolture les droits reproductifs de mon mariage juste devant moi, traitant mon épouse comme un vase commun et mon frère aîné comme un étalon primé. Victoire a tendu la main sur la lourde table en acajou et a posé sa main glacée directement sur la mienne. Elle a serré mes doigts fermement. Elle m'a dit que c'était la seule étape logique qui nous restait si nous voulions une famille. Elle a dit que c'était juste de la biologie de base, une simple transaction clinique pour nous donner la famille dont nous avions toujours désespérément rêvé. Elle a même eu l'audace de dire que je devrais être profondément reconnaissant d'avoir un membre de la famille volontaire pour réduire les coûts médicaux. J'ai lentement repoussé ma chaise et me suis levé. Je me suis excusé de la table sans élever la voix. Je suis sorti directement par la porte vitrée arrière et suis monté sur la terrasse en bois, serrant la balustrade jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches. La profonde trahison avait le goût de cendre amère dans ma bouche. Je me sentais entièrement seul au monde. Je leur avais dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à cette décision massive qui allait changer ma vie. J'ai parfaitement joué le rôle du mari choqué, affligé et inadéquat. Mais alors que je me tenais là dans l'obscurité, écoutant les sons étouffés de leur conversation joyeuse et détendue se poursuivre à l'intérieur de ma propre maison, une petite voix lancinante au fond de mon esprit me disait que quelque chose n'allait pas, fondamentalement. Victoire était bien trop calme pendant son discours. Elle n'a pas trébuché sur ses mots. Paul était bien trop suffisant et complètement surpris. Mes parents étaient bien trop d'accord, bien trop rapidement. J'ai réalisé à ce moment précis que ce n'était absolument pas une suggestion spontanée et désespérée née de la frustration conjugale. C'était un discours hautement répété. Ils en avaient tous discuté avant que je ne m'asseye à cette table. Et j'étais la seule personne dans la pièce qui n'avait pas le script. Je pensais que le pire de ma vie était le diagnostic d'infertilité. Je pensais que la douleur avait officiellement atteint son sommet. J'avais tellement incroyablement tort et le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Pour vraiment comprendre la folie absolue et déchaînée de ce dîner du dimanche, il faut pleinement comprendre la dynamique incroyablement toxique de ma famille. Je suis né dans une compétition féroce et tacite, je n'ai jamais été officiellement informé que je jouais. Paul a exactement 3 ans de plus que moi, et aux yeux profondément biaisés de Bernard et Martine, il est le roi incontesté de l'univers, incapable de faire une seule erreur. Toute notre enfance a été une leçon quotidienne de favoritisme flagrant et sans vergogne. Alors que je travaillais d'épuisantes doubles équipes à ranger de lourdes étagères dans une quincaillerie locale juste pour me payer un collège d'état standard et éviter des dettes étudiantes écrasantes, Paul avait tous ses frais d'université privés coûteux payés en totalité. Mes parents avaient secrètement mis en place un fonds d'études massif uniquement pour lui. Quand je l'ai découvert et que je les ai confrontés, ils m'ont simplement dit que construire un caractère fort par un travail physique acharné était essentiel à mon développement personnel. Tandis que Paul avait besoin d'un esprit clair et sans stress pour se concentrer sur son brillant avenir académique. Quand j'ai finalement décroché un poste solide et très respectable de chef de projet senior dans une grande entreprise de logistique, gagnant un excellent salaire, mes parents ont offert un hochement de tête poli et une carte de félicitations générique achetée en magasin. Quand Paul a obtenu une promotion de niveau intermédiaire dans son cabinet de marketing clinquant du centre-ville, ils ont organisé une énorme fête traiteur, loué une salle et invité la moitié de leur country club pour célébrer son prétendu génie. Le symbole le plus flagrant et le plus odieux de notre énorme disparité financière et émotionnelle était garé agressivement dans l'allée de mes parents à chaque fête. Paul conduisait une toute nouvelle Porsche noire personnalisée. C'était une machine élégante et bruyante qu'il avait achetée peu après avoir finalisé son premier divorce désordonné, que mes parents avaient entièrement financé pour lui. Il adorait faire vrombir délibérément le moteur chaque fois qu'il entrait dans le quartier tranquille,
s'assurant absolument que tout le monde dans un rayon de 5 mètres savait que l'enfant prodige était officiellement arrivé. Il traversait constamment la porte d'entrée, jetait les lourdes clés de la Porsche sur le comptoir en granit de la cuisine et faisait des commentaires passifs-agressifs désinvoltes sur la façon dont le travail acharné porte ses fruits, me regardant toujours directement quand il le disait. Mes parents s'en délectaient à chaque fois. Ils appelaient son arrogance déchaînée du dynamisme. Ils appelaient mon salaire stable et ma vie tranquille, confortable et moyenne. Quand Victoire et moi nous sommes mariés il y a 5 ans, j'ai vraiment pensé que je construisais enfin une équipe solide à moi. Je pensais que je créais une unité familiale forte qui me donnerait la priorité pour une fois dans ma vie. Elle était profondément ambitieuse, d'une intelligence aiguisée et indéniablement belle. Mais au fil des années, alors que la chambre d'amis au bout du couloir restait complètement vide, le fondement même de notre mariage a commencé à montrer de graves fissures structurelles. Nous avons commencé à consulter des spécialistes de la fertilité très recommandés et incroyablement chers en ville. Les rendez-vous étaient émotionnellement et physiquement éprouvants. Je me suis assis dans d'innombrables salles d'attente stériles et lumineuses, lisant des magazines de style de vie dépassé et me sentant complètement déplacé. Victoire gérait agressivement absolument toute la paperasserie médicale. C'est elle qui communiquait directement avec les cliniques occupées. C'est elle qui conservait les dossiers physiques, les organisant méticuleusement dans des classeurs à code couleur. Elle me répétait qu'elle voulait me décharger du lourd fardeau administratif parce que je faisais tellement d'heures supplémentaires juste pour payer notre hypothèque élevée, les impôts fonciers et son style de vie de plus en plus somptueux. Je la croyais complètement. Je faisais confiance à mon épouse implicitement. J'ai cédé le contrôle complet de ma réalité médicale à une femme qui complotait activement ma destruction. Le diagnostic officiel d'infertilité a complètement détruit mon estime de moi et mon sens profond de la virilité. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport. J'ai arrêté de sortir avec mes amis proches le week-end. J'ai arrêté de me soucier de mes hobbies. J'allais juste travailler, rentrer à la maison et m'excuser abondamment auprès de mon épouse d'être biologiquement défectueux. Je la regardais pleurer de fausses larmes au bord de notre lit, et je me détestais de lui causer cette profonde douleur émotionnelle. En regardant en arrière maintenant avec des yeux parfaitement clairs, les signes flagrants de leur manipulation étaient absolument partout. Quelques semaines avant la célèbre proposition du dîner, nous avons organisé un grand barbecue de quartier dans notre jardin. Grégoire, un homme que je considérais comme l'un de mes amis les plus proches et les plus fiables, m'a coincé près du barbecue pendant que tout le monde mangeait. Il avait une bière froide à la main et un regard très sérieux, très calculateur sur le visage. Il s'est penché et a intentionnellement baissé la voix pour que les autres invités n'entendent pas notre conversation. Julien, d'homme à homme, je sais que toi et Victoire avez vraiment du mal avec les bébés, a dit Grégoire, évitant activement de me regarder directement dans les yeux. As-tu déjà pensé à garder tout le processus dans la famille? Tu sais, peut-être demander de l'aide biologique à Paul. Ce n'est en fait pas si rare de nos jours d'utiliser un frère ou une sœur pour assurer la génétique. J'ai failli laisser tomber les pinces métalliques directement dans les charbons ardents. J'ai les regardé avec une incrédulité totale. J'ai dit très clairement à Grégoire qu'il était complètement fou, que sa suggestion était profondément offensante et de ne plus jamais m'en parler s'il voulait rester mon ami. Il a rapidement levé les mains en signe de défense, a marmonné des excuses rapides et est parti prendre un autre verre. J'ai honnêtement pensé qu'il était juste un crétin incroyablement insensible et ivre. Maintenant, le souvenir de cette conversation exacte me glace le sang. Grégoire savait absolument tout. Il tâtait délibérément le terrain pour eux. C'était un éclaireur envoyé pour évaluer ma réaction avant qu'il ne lance l'offensive principale. Le véritable déclencheur, le moment exact où le lourd voile de la tromperie a commencé à se lever violemment, est survenu exactement 3 jours après la proposition du dîner du dimanche. C'était un mardi soir quelconque. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin, mourant d'une soif extrême. L'espace à côté de moi dans notre grand lit était complètement vide. J'ai supposé que Victoire allait juste prendre un verre d'eau dans la cuisine. Je suis sorti dans le couloir sombre et j'ai vu une petite fente de lumière jaune venant de sous la lourde porte en bois de la chambre d'amis. En m'approchant, j'ai entendu la voix de Victoire. Ce n'était pas son ton de conversation normal. C'était un chuchotement discret, frénétique et très irrité. Je sais, siffla-t-elle avec colère dans son téléphone. J'ai présenté la chose exactement comme nous l'avions pratiqué. Il est sous le choc en ce moment, mais il est fondamentalement faible. Il cédera éventuellement.
Ta mère a déjà semé la brillante graine de maintenir la forte lignée intacte. Nous avons juste besoin de lui donner quelques jours de plus pour traiter émotionnellement la chose avant de pousser les documents légaux pour la clinique. J'ai complètement arrêté de respirer. Les planchers en bois sous mes pieds nus avaient l'impression de se désintégrer activement en poussière. Non, espèce d'idiot absolu, a poursuivi Victoire, sa voix dégoulinante de pur venin et d'irritation intense. Nous ne pouvons pas lui dire encore. Le calendrier doit correspondre parfaitement au calendrier de la clinique de fertilité où il fera le calcul. Contente-toi de te taire, arrête de paniquer pour les détails et laisse-moi gérer mon pathétique mari. Elle a raccroché le téléphone avec un clic net et agressif. Je suis rentré silencieusement dans notre chambre principale, me suis glissé silencieusement sous les lourdes couvertures et j'ai fixé le plafond sans ciller jusqu'à ce que le soleil se lève enfin. Mon épouse conspirait activement avec quelqu'un. Elle coordonnait méticuleusement un calendrier. Elle a spécifiquement dit qu'il ferait le calcul. Je n'avais pas besoin d'un détective privé coûteux pour me dire exactement qui était à l'autre bout de cet appel téléphonique tardif. Les pièces du puzzle les tombaient rapidement en place, formant une image si horrible et dégoûtante que je pouvais à peine la comprendre. J'ai réalisé instantanément que si je la confrontais à ce moment-là dans l'obscurité, elle me mentirait directement. Elle me gazetterait agressivement, me dirait que j'entendais des choses dans mon sommeil, me dirait que ma profonde douleur due à l'infertilité me rendait cliniquement paranoïaque. J'avais besoin de preuves solides. J'avais besoin de preuves indéniables, concrètes et juridiquement contraignantes qui tiendraient devant un juge lors d'un règlement de divorce vicieux. Je l'ai embrassée sur le front le lendemain matin avant de partir pour mon bureau d'entreprise. Exactement comme je le faisais tous les jours. Je lui ai dit de passer une excellente journée et que je l'aimais. Mais en reculant ma voiture de notre allée, en regardant notre belle propriété, je savais que mon mariage était déjà complètement mort, la tempête massive approchait rapidement, et j'allais m'assurer absolument qu'il se tenait juste au centre mort de celle-ci. Lorsque la foudre a finalement frappé, j'ai immédiatement appelé mon patron et pris une journée de congé maladie personnelle. Au lieu de me rendre à mon bureau, j'ai traversé la ville pour me rendre à la clinique de fertilité coûteuse que Victoire utilisait exclusivement depuis 1 an. C'était un établissement haut de gamme, incroyablement luxueux, situé en plein centre-ville. Le genre d'endroit avec des chaises en cuir blanc importées, des œuvres d'art abstraites coûteuses au mur et une immense fontaine intérieure dans le hall principal conçu pour calmer les patients riches et anxieux. Je me suis dirigé directement vers le grand bureau de réception en marbre. L'infirmière principale de garde était une jeune femme nommée Nora. Je l'ai immédiatement reconnue lors de nos premières consultations il y a quelques années. « Bonjour, Nora », ai-je dit, gardant ma voix parfaitement calme, basse et strictement professionnelle. « Je m'appelle Julien. Je dois demander formellement une copie complète et non expurgée de mes dossiers médicaux personnels, le dossier complet, s'il vous plaît, y compris tous les résultats de laboratoire et les notes du médecin. » Nora a levé les yeux de ses 2 écrans d'ordinateur. Pendant une fraction de seconde, une panique pure, non filtrée, a traversé violemment son visage. Sa main a visiblement tremblé alors qu'elle tendait la main vers sa souris d'ordinateur. « Oh, bonjour, Julien », a-t-elle balbutié. Sa voix était soudainement plus aiguë que la normale. « Victoire gère généralement toutes les demandes de dossiers et les tâches administratives pour votre dossier. Laissez-moi juste lui passer un très rapide coup de téléphone pour autoriser la publication, je suis le patient, Nora, les jeux interrompus. » Me penchant légèrement sur le comptoir froid en marbre. Ma voix était incroyablement calme, mais il n'y avait absolument aucune chaleur, patience ou marge de négociation. Ce sont mes dossiers médicaux personnels. Les réglementations sur la confidentialité des informations médicales exigent strictement que j'aie un accès immédiat et illimité à mes propres informations de santé sur demande. N'appelez pas mon épouse. Imprimez le dossier entier tout de suite ou je contacterai mon avocat avant de quitter ce hall. Nora a dégluti difficilement. Elle a cliqué rapidement sur son écran, s'est dirigée vers la grande imprimante commerciale dans le coin du bureau et m'a remis une épaisse et lourde enveloppe cartonnée sans jamais me regarder directement. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe dans le hall de la clinique. Je suis retourné rapidement à ma voiture garée, j'ai verrouillé toutes les portes et j'ai déchiré physiquement l'épaisse enveloppe. J'ai feuilleté les résultats d'analyse sanguine standard, les formulaires d'assurance compliqués et les questionnaires d'admission généraux jusqu'à ce que je trouve enfin le rapport de diagnostic final du spécialiste principal. J'ai lu les mots imprimés 3 fois. Mon cerveau refusait simplement de traiter l'encre noire sur le papier blanc. Selon le docteur Dubois,
le chef très respecté et incroyablement cher de la clinique. Mon nombre de spermatozoïdes, leur motilité et leur morphologie n'étaient pas seulement complètement normaux. Ils étaient en fait bien supérieurs à la norme moyenne. Le rapport médical officiel indiquait clairement et définitivement, le patient est 100% fertile. Aucune anomalie reproductive détectée. Excellent candidat pour une conception naturelle. J'ai sorti mon smartphone et j'ai rapidement accédé au portail numérique partagé où Victoire avait toujours téléchargé nos documents médicaux pour nos demandes d'assurance maladie. J'ai ouvert le fichier numérique intitulé « Diagnostic Julien ». C'était un document PDF fortement et maladroitement modifié. Quelqu'un avait pris l'entête officielle de la clinique, complètement altéré les chiffres des tests et grossièrement falsifié la signature du docteur Dubois pour déclarer explicitement que je souffrais d'une stérilité congénitale irréversible pendant 3 longues années agonisantes. J'avais profondément haï mon propre corps. J'avais laissé mon épouse me réconforter pour une condition médicale dévastatrice qu'elle savait parfaitement que je n'avais même pas. J'avais laissé mes parents me traiter comme des marchandises défectueuses. J'avais sacrifié ma propre santé mentale, ma confiance et mon bonheur sur l'autel de son énorme mensonge calculé. Une rage froide, sombre, incroyablement calculatrice s'est installée profondément dans ma poitrine. Je n'étais plus triste. Je ne pleurais plus la perte de mon mariage. J'étais très dangereux. Je savais que Victoire avait un rendez-vous pour les ongles en acrylique cet après-midi-là qui prendrait au moins 2 heures complètes. Je suis rentré directement chez moi, dépassant la limite de vitesse tout le long du trajet. Je suis entré dans son bureau méticuleusement décoré et j'ai regardé directement le tiroir du bas de son classeur métallique. Le seul tiroir qu'elle gardait toujours bien fermé à clé. Elle avait toujours fermement affirmé qu'il contenait d'anciens documents fiscaux, des informations sensibles sur son plan d'épargne retraite et des dossiers clients hautement confidentiels de son travail de consultante indépendante. J'ai immédiatement appelé un serrurier d'urgence local. J'ai payé l'homme 200 € en espèces pour ouvrir le verrou métallique, lui disant que j'avais perdu la clé et m'assurant qu'il ne poserait absolument aucune question sur ce que je faisais. Le tiroir du bas ne contenait aucun document fiscal. Il ne contenait aucun dossier client ni aucun registre financier. Il contenait un téléphone portable jetable noir et élégant, caché sous une pile de papier d'imprimante vierge. Il était actuellement éteint. Je l'ai branché au chargeur mural, mon cœur battant furieusement contre mes côtes. Quand l'écran numérique s'est enfin allumé, aucun mot de passe n'était requis. Victoire était incroyablement arrogante. Elle n'a vraiment jamais pensé que j'aurais l'audace, l'intelligence ou la suspicion de la surveiller. J'ai ouvert l'application de messagerie texte. Il n'y avait qu'un seul contact enregistré dans tout le téléphone. Puis je me suis assis sur sa chère chaise de bureau en cuir et j'ai lu 6 mois complets des conversations les plus viles, les plus insensibles et les plus absolument dégoûtantes que 2 êtres humains pouvaient avoir. Victoire, l'idiot a-t-il mordu à l'hameçon du donneur hier soir? Il a tout gobé. Il ressemblait exactement à un chiot battu. Ta mère a très bien réussi à lui faire un gros chantage émotionnel. C'est une naturelle. Victoire, bien. J'en ai tellement marre de me cacher dans des hôtels bon marché. Quand pourrons-nous enfin dire à tout le monde que le bébé est à moi? Paul. Nous devons absolument attendre la fausse procédure à la clinique. Nous prétendons que le sperme du donneur a parfaitement pris. Ensuite, nous aurons une raison médicale complètement légitime pour que l'enfant te ressemble exactement. Nous pourrons progressivement écarter Julien. Je reçois la moitié des biens immobiliers lors du divorce. Je garde la maison et nous aurons notre famille. J'ai continué à faire défiler vers l'arrière dans le temps, me sentant physiquement malade. J'ai trouvé des dizaines de photos. Des photos d'eux ensemble dans des chambres d'hôtel chères du centre-ville. Des photos d'eux buvant du vin coûteux dans mon propre salon pendant que je travaillais tard au bureau pour gagner de l'argent pour notre avenir. Et puis j'ai trouvé le message texte spécifique qui a complètement brisé le peu de retenue qui me restait. Victoire, je reviens du gynécologue privé. Je suis officiellement enceinte de cette semaine. Le rythme cardiaque est incroyablement fort. Paul, mon fils. J'ai hâte de me débarrasser de ce pathétique de mon frère pour pouvoir réclamer exactement ce qui est à moi. Elle était déjà enceinte. Toute cette horrible représentation du dîner du dimanche, les fausses larmes de sympathie, la suggestion scandaleuse d'un donneur de sperme familial. Tout cela n'était qu'une production théâtrale incroyablement élaborée et profondément malade, uniquement conçue pour légitimer une grossesse qui avait déjà eu lieu avec succès. Ils utilisaient activement ma maison,
mon salaire durement gagné et ma destruction émotionnelle complète comme un écran de fumée commode pour couvrir leur liaison dégoûtante et incestueuse. Et mes parents le savaient complètement. La réalisation m'a frappé comme un train de marchandises en fuite. Les commentaires de soutien au dîner, le fonds d'études, la Porsche, les éloges interminables et écœurants pour Paul. Ils avaient toujours choisi Paul plutôt que moi. Et maintenant, ils l'aidaient activement et volontiers à me voler mon épouse et à me tromper pour que j'élève légalement son enfant illégitime, finançant toute sa vie et son fonds d'études jusqu'à ce qu'il soit prêt à me jeter comme une ordure absolue. J'ai sorti mon propre téléphone et pris des dizaines de photos haute résolution de chaque message texte sur ce téléphone jetable. J'ai photographié les images dégoûtantes. J'ai photographié les vrais dossiers médicaux juste à côté des faux. J'ai immédiatement transféré toutes les preuves accablantes vers un lecteur cloud sécurisé et crypté auquel absolument moi seul avais accès. Puis j'ai remis le téléphone jetable exactement là où je l'avais trouvé, arrangé le papier parfaitement, refermé le lourd tiroir et repoussé fermement le mécanisme de verrouillage métallique en place. Je suis sorti de cette maison un homme complètement différent. Julien, le mari pathétique, infertile et compréhensif, était officiellement mort. J'allais brûler toute leur vie, et j'allais le faire complètement selon les règles, en utilisant la loi et leur propre arrogance comme mes armes principales. J'avais désespérément besoin d'un allié solide. J'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur qui détestait Victoire autant que moi, quelqu'un qui pourrait m'aider à naviguer dans les retombées et la guerre juridique à venir. Et je savais exactement qui appeler. Claire est la sœur aînée de Victoire. À absolument toutes les métriques que la société valorise, Claire est largement supérieure. Elle est associée senior dans un grand cabinet d'architecture, farouchement indépendante, brillamment riche et possède une boussole morale forte et inébranlable que sa sœur cadette manque complètement. En grandissant, Victoire a constamment vécu dans l'ombre massive de Claire. La jalousie profonde et tacite était un courant sous-jacent très toxique dans leur dynamique familiale. Victoire a passé toute sa vie d'adulte à essayer désespérément de prouver qu'elle était meilleure, plus intelligente et plus performante que Claire. J'ai immédiatement appelé Claire et lui ai demandé de me rencontrer dans un café très discret et calme de l'autre côté de la ville, loin de notre quartier où n'importe qui pourrait nous reconnaître. Quand je suis entré par les portes vitrées, elle était déjà assise dans un coin sombre, tapant rapidement sur son ordinateur portable coûteux. Elle a levé les yeux, son expression passant rapidement d'un salut poli à une profonde préoccupation sincère quand elle a vu les cernes sous mes yeux et la posture rigide de mon corps. « Julien, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine, a-t-elle dit lentement, fermant son ordinateur portable et le mettant de côté. Je n'ai pas dit un seul mot au début. Je me suis simplement assis en face d'elle, j'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste et j'ai ouvert l'album numérique intitulé « La vérité ». J'ai glissé lentement le téléphone sur la table en bois vers elle. Je me suis assis en silence absolu et j'ai regardé les yeux de Claire parcourir rapidement l'écran lumineux. J'ai regardé sa main parfaitement manucurée voler pour couvrir sa bouche sous le choc absolu. J'ai regardé la couleur s'échapper complètement de son beau visage alors qu'elle lisait les textes vils, voyait les photos d'hôtel et enfin regardait le rapport médical falsifié à côté du vrai officiel. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Claire, sa voix tremblant d'un dégoût et d'une rage absolue et non filtrée. « Julien, c'est un monstre. C'est en fait un monstre sociopathe complet. Et ton propre frère, tes parents, ils sont tous vraiment impliqués. Ils l'ont tous aidé à te faire ça. Ils sont tous impliqués, ai-je confirmé, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Froide et creuse. Elle est déjà enceinte, Claire. Ils essaient activement de me tromper pour que je signe des documents juridiquement contraignants reconnaissant que l'enfant est le mien par un processus de donneur juste pour couvrir leurs traces jusqu'à ce qu'ils soient prêts à me signifier les papiers de divorce. Et à voler mes biens, mon immobilier et ma dignité. Claire m'a rendu le téléphone, ses yeux s'allumant soudainement d'une fureur froide et très protectrice. Que veux-tu faire ? Parce que si tu veux entrer dans cette maison tout de suite et la brûler jusqu'au sol, j'allumerai volontiers l'allumette pour toi. J'engagerai le meilleur avocat de l'État et je la ruinerai. Non, dis-je, me penchant en avant, égalant son énergie intense. Si je la confronte maintenant, elle jouera instantanément la victime ultime. Elle pleurera et tournera la situation en sa faveur auprès de ses amis. Paul engagera un avocat puissant, et mes parents riches financeront avec plaisir sa défense juridique, juste pour protéger leur enfant prodige d'un scandale public massif. Je perdrai facilement la moitié de mes biens,
mon plan de retraite et je serai lié à eux dans une bataille juridique amère et prolongée pendant des années pour la garde d'un enfant qui n'est même pas le mien. Je dois les démanteler stratégiquement. J'ai besoin de ton aide, Claire. Claire n'a pas hésité une seule seconde. Dis-moi exactement ce que tu as besoin que je fasse. Je suis partante. Nous avons formulé un plan brillant et infaillible là, dans ce petit café. Claire agirait comme mes yeux et mes oreilles de son côté de la famille. Elle encouragerait subtilement l'arrogance massive de Victoire, agissant de manière incroyablement favorable à la grossesse à venir, s'assurant absolument que mon épouse se sentirait entièrement en sécurité dans son plan machiavélique tordu. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je suis entré dans la cuisine lumineuse. Victoire coupait tranquillement des légumes pour le dîner, fredonnant un air joyeux et entraînant. La vue de sa performance domestique me donnait physiquement envie de vomir. Je me suis approché d'elle par derrière et j'ai doucement posé mes mains sur ses épaules. Je l'ai senti se raidir légèrement pendant une seconde avant de se détendre intentionnellement sous le contact physique. « Victoire », ai-je dit, laissant intentionnellement ma voix se briser un petit peu, jouant parfaitement le rôle du mari brisé, vaincu et désespéré qui abandonnait enfin la lutte. J'ai beaucoup réfléchi à dimanche, à ce que toi et mes parents avaient proposé concernant Paul. Elle s'est rapidement retournée, essuyant ses mains sur un torchon, les yeux écarquillés d'une innocence feinte et d'un espoir désespéré. Et tu as entièrement raison, soupirai-je lourdement, regardant le sol de la cuisine comme si je portais le poids du monde. Je veux juste une famille avec toi. Je veux que tu sois heureuse. Si Paul est vraiment prêt à nous rendre cet immense service, je suis entièrement d'accord. Faisons-le. Le sourire immense et triomphant qui s'est étalé sur son visage était la chose la plus glaçante et la plus vraiment diabolique que j'ai jamais vue de ma vie. Elle a jeté ses bras autour de mon cou et m'a serré fort, pressant son corps contre le mien. Oh, Julien, merci. Merci d'être si incroyablement fort. Tu prends la meilleure décision pour notre avenir. J'appellerai la clinique dès demain matin et mettrai en place la paperasserie légale pour le transfert. Prends ton temps, murmurai-je doucement sur son épaule, fixant le mur derrière elle. Je te fais entièrement confiance. La garde de Victoire étant complètement baissée, fermement convaincu d'avoir réussi à manipuler le parfait idiot, je me suis mis immédiatement au travail en coulisses. J'ai appelé Marcus, mon meilleur ami de l'université et un conseiller financier impitoyablement efficace et très agressif. Nous nous sommes rencontrés à son bureau du centre-ville bien après les heures normales de travail. Je lui ai expliqué toute l'horrible situation. Marcus ne m'a pas offert de pitié inutile ni de platitudes creuses. Il m'a offert une stratégie financière pure et non altérée. Au cours des 3 semaines exténuantes suivantes, nous avons légalement et très discrètement démêlé mes finances personnelles de celles de Victoire. J'ai transféré mes gros bonus d'entreprise, ma prochaine promotion salariale et mes économies séparées dans une fiducie hautement sécurisée et intouchable qu'elle ne pourrait absolument pas toucher lors d'une procédure de divorce standard. Nous avons soigneusement examiné l'acte de propriété de la maison, que j'avais heureusement acheté entièrement avant que nous ne soyons légalement mariés, la gardant uniquement à mon nom. Malgré ces demandes insistantes au fil des ans d'être ajoutées à l'hypothèque pour des raisons de sécurité en cas de décès. J'ai également rencontré secrètement un avocat spécialisé dans les divorces, féroce et très réputé, lui fournissant les preuves accablantes de l'adultère, de la fraude médicale et de la conspiration calculée en vue de commettre une fraude à la paternité. Nous avons agressivement rédigé un procès massif qui non seulement mettrait fin au mariage selon mes conditions, mais dévasterait complètement et financièrement Victoire et Paul, les laissant absolument sans rien. Chaque nuit, je rentrais à la maison et écoutais patiemment Victoire parler avec enthousiasme de vitamines prénatales, de couleurs de chambre d'enfant et de faux rendez-vous à la clinique. Je souriais chaleureusement. Je lui frottais le dos quand elle se plaignait de douleur. Je jouais le rôle parfait et profondément solidaire du mari. La scène était enfin prête pour la destruction ultime. Victoire a décidé d'organiser un grand dîner de famille pour célébrer officiellement la réussite de l'implantation. Elle a fièrement invité mes parents. Elle a invité Paul. Elle n'avait absolument aucune idée que j'avais aussi personnellement invité Claire. Et elle n'avait absolument aucune idée que ce dîner de célébration allait être une exécution publique brutale et inoubliable. Le matin du grand dîner de célébration a semblé entièrement surréaliste, comme si je marchais physiquement dans un décor de cinéma parfaitement construit de ma propre vie. L'air frais et vif de l'automne à l'extérieur de notre maison de banlieue impeccable contrastait très fortement avec l'atmosphère suffocante et hautement toxique qui montait rapidement à l'intérieur de la maison.
Victoire vibrait pratiquement d'un niveau écœurant d'excitation fabriqué dès le moment où elle s'est réveillée. Elle était levée à 6 heures du matin, nettoyant agressivement des comptoirs en granit qui étaient déjà complètement impeccables et arrangeant des centres de table floraux importés coûteux qu'elle avait commandés sur mesure pour la lourde table à manger en acajou. Elle a même fait l'effort d'acheter une robe de maternité de créateur ridiculement chère dans une boutique haut de gamme du centre-ville. Même si elle n'était qu'à peine 2 mois de grossesse et ne montrait absolument rien, elle voulait jouer le rôle de la mère enceinte radieuse et riche, et elle ne ménageait absolument aucune dépense sur ma carte de crédit pour le faire. Je me suis assis tranquillement sur le grand îlot de cuisine, sirotant lentement mon café noir, la regardant simplement jouer ce rôle élaboré et écœurant. C'était absolument terrifiant de voir à quel point les énormes mensonges lui sortaient facilement de la bouche. Elle n'arrêtait pas de parler rapidement de la nécessité de commencer à chercher un entrepreneur général pour convertir complètement ma salle de sport à domicile en une chambre d'enfant de luxe entièrement équipée. Elle a mentionné avec désinvolture que puisque mon salaire allait être incroyablement tendu avec les nouvelles dépenses du bébé, les couches coûteuses et le futur fonds d'études, nous devrions peut-être sérieusement envisager de puiser profondément dans mes économies personnelles de retraite juste pour financer le style de vie extravagant qu'elle croyait fermement que, elle et le nouvel enfant, méritaient. J'ai juste hoché la tête lentement et souri, offrant des accords très vagues et prenant une autre gorgée de mon café. Mon esprit, cependant, était à des kilomètres, enfermé en toute sécurité à l'intérieur de la lourde mallette en cuir posée sur le bureau de mon bureau à domicile. Cette mallette verrouillée contenait les papiers de divorce impitoyables et finalisés, les documents explosifs du procès civil que mon avocat très agressif avait méticuleusement rédigé. Et une épaisse pile de photographies couleur imprimée haute résolution qui mettrait définitivement fin à cette farce dégoûtante ce soir. À 16 heures, toute la maison sentait l'agneau rôti coûteux, les herbes à l'ail et le romarin frais. Victoire était à l'étage dans la salle de bain principale, passant 2 heures complètes à se coiffer et à se maquiller pour un public d'exactement 3 personnes. J'ai spécifiquement profité de cette occasion tranquille pour me rendre dans le salon principal et ajuster l'énorme téléviseur intelligent de 75 pouces monté au mur. J'ai connecté mon ordinateur portable personnel à l'écran en toute transparence, m'assurant que la connexion sans fil était complètement impeccable et testant le temps de latence. J'ai ouvert le dossier cloud fortement crypté contenant chaque message texte horrible et chaque photo d'hôtel que j'avais extrait de son téléphone jetable caché des semaines auparavant. J'ai soigneusement mis les images en file d'attente dans un format de diaporama fluide, en m'assurant que les textes les plus accablants étaient surlignés en jaune vif. La présentation entière était prête à être déployée d'un simple clic sur une petite télécommande numérique actuellement cachée au fond de la poche de ma veste sur mesure. Alors que je me tenais là, regardant l'écran vide, j'ai senti un étrange calme glacial envahir tout mon corps physique. Je n'étais plus le mari brisé, pathétique et infertile, cherchant désespérément l'approbation insaisissable de sa famille. J'étais l'architecte silencieux de leur destruction absolue, et la démolition était prévue pour le dîner. La sonnette a retenti fortement à 18 heures pile. Mes parents, Bernard et Martine, ont été les tout premiers à arriver. Ma mère a balayé le grand foyer vêtu d'une robe ridiculement flashy et trop formelle, tenant un énorme et coûteux sac cadeau rempli de vêtements de bébé de créateur haut de gamme. Elle m'a immédiatement contourné dans le couloir, n'offrant qu'un bref hochement de tête très dédaigneux, et s'est dirigée directement vers Victoire, qui descendait élégamment le grand escalier comme une royauté. Ma mère a agrippé agressivement Victoire par les épaules nues et l'a embrassée dramatiquement sur les 2 joues. Elle a proclamé bruyamment à quel point Victoire semblait incroyablement radieuse et fertile, ignorant complètement le fait que moi, le supposé père, me tenais juste là dans l'ombre du couloir. Mon père a offert une poignée de main très raide et formelle et a marmonné quelque chose de tout à fait générique sur la météo locale et le trafic actuel sur l'autoroute. Il me traitait comme un invité mineur, légèrement inopportun, dans ma propre maison. Ils traitaient mon immobilier coûteux comme s'il s'agissait d'un bien familial commun qu'ils attendaient simplement d'hériter ou de prendre en charge grâce à leur petit enfant en or. Exactement 10 minutes plus tard, le rugissement indéniable et très bruyant d'un moteur de voiture de sport haute performance a retenti bruyamment dans notre quartier tranquille et strictement réglementé. Paul était officiellement arrivé. Je suis resté complètement immobile et j'ai regardé par la grande fenêtre d'angle alors qu'il garait agressivement sa Porsche noire personnalisée à moitié sur ma pelouse verte immaculée. Une démonstration flagrante et arrogante de mépris total pour ma propriété, il est sorti du véhicule coûteux portant un costume de créateur sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ressemblant à tous égards à l'enfant prodige arrogant et profondément privilégié que mes parents avaient méticuleusement créé et financé. Quand Paul est finalement entré par la lourde porte d'entrée,
toute la dynamique de la pièce a instantanément basculé pour tourner entièrement autour de lui. Ma mère s'est précipitée vers lui, le complimentant bruyamment sur son costume coûteux et sa récente coupe de cheveux, lui demandant s'il dormait suffisamment avec son travail exigeant. Mon père lui a tapé lourdement dans le dos, lui posant des questions détaillées sur sa dernière brillante campagne de marketing et son portefeuille d'actions. Mais l'interaction la plus écœurante de la soirée fut absolument entre Paul et Victoire. Ils ont partagé un très long regard, persistant et très inapproprié, juste devant mon visage. Paul s'est avancé avec assurance et a attiré mon épouse dans une étreinte profonde et trop familière qui a duré beaucoup trop longtemps. Il a placé sa grande main droite directement sur son ventre plat et lui a dit, en la regardant droit dans les yeux, qu'elle faisait un travail absolument incroyable en portant l'avenir de la famille. La pure audace de sa déclaration a glacé le sang dans mes veines. Il revendiquait ouvertement son territoire juste dans mon salon, complètement sûr de la fausse et arrogante conviction que j'étais entièrement trop faible, trop désespéré et trop stupide pour voir la vérité juste devant mes yeux. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger formelle et avons pris nos places respectives autour de la lourde table en acajou. Je me suis stratégiquement placé à la tête absolue de la table avec Victoire à ma droite immédiate et Paul directement en face d'elle. Mes parents étaient assis à côté d'eux, formant physiquement un petit cercle douillet et serré de tromperie complète. Juste au moment où Victoire versait le vin rouge coûteux pour les invités, faisant un grand spectacle de ne boire que de l'eau pétillante pour elle-même afin de maintenir l'illusion parfaite d'une grossesse saine, la sonnette a sonné une dernière fois. Victoire a instantanément froncé les sourcils, semblant profondément confuse et légèrement agacée. Elle a déclaré bruyamment qu'elle n'attendait absolument personne d'autre et a demandé si j'avais commandé une livraison. J'ai souri chaleureusement, me suis levé lentement de ma lourde chaise et lui ai dit que j'avais personnellement invité une très spéciale invitée surprise pour nous aider à célébrer comme il se doit notre merveilleux jalon familial. Je me suis dirigé délibérément vers la porte d'entrée et l'ai ouverte en grand pour révéler Claire. Elle était absolument époustouflante et très intimidante, vêtue d'un blazer bleu marine élégant et ajusté, d'un pantalon coûteux, et exudant une aura d'immense pouvoir tranquille. Claire et moi avons échangé un bref regard silencieux de solidarité absolue avant d'entrer ensemble dans la salle à manger. Au moment exact où Victoire a vu sa sœur aînée entrer dans la pièce, toute sa posture physique a violemment changé. Son faux sourire maternel rayonnant s'est instantanément fracturé en un regard de pure panique. Victoire détestait profondément Claire. Elle détestait l'immense succès financier de Claire, sa farouche indépendance et son refus absolu de céder aux drames et manipulations constants de Victoire. Victoire s'est immédiatement levée et a exigé de savoir exactement ce que Claire faisait ici. Elle a déclaré agressivement, c'était un dîner de famille très privé et intime, réservé uniquement à la lignée directe. Claire a affiché un sourire froid et acéré comme une lame et a gracieusement pris le siège vide juste à côté de moi à table. Elle a calmement et fermement déclaré que Julien l'avait personnellement invitée, et puisque nous étions techniquement de la famille légale, elle ne manquerait absolument pas cette annonce médicale incroyablement spéciale pour rien au monde. La présence imposante de Claire a complètement déréglé le rythme parfait de Victoire. Paul a semblé visiblement agacé par cette interruption soudaine, se tortillant inconfortablement sur sa chaise, et ma mère a pincé les lèvres étroitement avec une désapprobation évidente et silencieuse. Le lourd dîner a finalement commencé, et la conversation qui s'est ensuivie était une torture absolument déchirante à supporter. Mes parents ont passé les 30 premières minutes complètes à discuter bruyamment du fonds d'études massif qu'ils prévoyaient déjà de créer avec leur conseiller financier pour le nouveau bébé. Ils ont parlé ouvertement et avec enthousiasme de la façon dont l'enfant hériterait sans aucun doute de la capacité athlétique naturelle de Paul et du sens aigu des affaires de mon père. Ils m'ont complètement effacé de l'équation biologique en face de moi, me traitant pratiquement comme un substitut alloué plutôt qu'un mari. Paul a entièrement dominé la conversation, se vantant sans fin de ses énormes bonus salariaux à venir et de sa promotion très attendue au sein du cabinet de marketing du centre-ville. Il m'a regardé directement à travers la table, faisant tournoyer son vin, et m'a dit que je devais vraiment intensifier mon jeu au travail si je voulais subvenir correctement aux besoins des siens. Il s'est rapidement repris et s'est bruyamment corrigé en disant « notre famille grandissante ». Il a souri narquoisement, prenant une longue gorgée arrogante de son vin coûteux. Victoire a joué avec expertise le rôle de la pacificatrice dévouée, posant doucement sa main sur la mienne et disant à tout le monde à table que Julien faisait de son mieux, même si son salaire moyen n'était pas aussi impressionnant que le revenu d'entreprise de Paul. La condescendance était si épaisse dans la pièce qu'on aurait pu la couper avec un couteau à steak. Ils étaient complètement et absolument piégés dans l'énorme piège de leur propre arrogance aveuglante. Ils croyaient fermement qu'ils étaient les personnes les plus intelligentes de la pièce.
Ils croyaient que leur secret dégoûtant était complètement en sécurité. J'ai soigneusement essuyé ma bouche avec une serviette en lin blanc. J'ai lentement regardé autour de la table les visages des personnes exactes qui avaient agressivement conspiré pour détruire complètement ma vie, voler mes finances durement gagnées et me priver de ma dignité humaine fondamentale. Le temps de jouer le mari faible, infertile, très compréhensif était officiellement terminé. J'ai plongé ma main droite profondément dans la poche intérieure de ma veste sur mesure et j'ai lentement sorti la petite télécommande numérique. Je me suis levé lentement de ma lourde chaise en bois. J'ai pris mon verre d'eau en cristal et l'ai légèrement tapé avec une cuillère à dessert en argent. Le son clair et aigu a instantanément fait taire toute la pièce. Tout le monde a arrêté de manger son agneau et m'a regardé avec attente. Victoire a affiché un sourire énorme, faux et très encourageant, s'attendant complètement à un discours larmoyant et pathétique de profonde gratitude pour son sacrifice. J'ai regardé directement dans les yeux calculateurs de mon épouse, mon visage complètement dépourvu de toute émotion, et je lui ai dit que ce soir était en effet une nuit pour l'honnêteté absolue, la divulgation complète et la transparence totale concernant l'avenir de cette famille. La salle à manger était complètement silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement constant de l'unité de climatisation centrale coûteuse soufflant à travers les bouches d'aération. J'ai baissé les yeux sur les visages impatients de ma famille. Je n'ai ressenti la moindre once de peur, d'hésitation ou de regret. J'ai tendu la main vers le parquet à côté de ma chaise et j'ai posé ma lourde mallette en cuir verrouillée directement sur la table à manger en acajou. Le bruit lourd et sourd a fait sursauter physiquement ma mère et a fait tomber une goutte de vin sur la nappe blanche. « Julien, qu'est-ce que tu fais ?» a exigé mon père, sa voix lourde d'une irritation immédiate et d'un total manque de respect. « Range ton sac de travail tout de suite. Nous sommes en train de dîner. » J'ai complètement ignoré son ordre. J'ai fait claquer bruyamment les lourds loquets en laiton et j'ai ouvert la mallette. J'ai tendu la main à l'intérieur et j'ai sorti 5 épaisses et lourdes enveloppes cartonnées. J'en ai systématiquement jeté une directement devant Victoire, une devant Paul et une devant mes parents. J'ai gardé les 2 dernières fermement serrées dans ma main gauche. Je voulais partager des documents médicaux très importants et très sensibles avec vous tous ce soir, ai-je commencé, ma voix dangereusement calme, parfaitement égale et entièrement dépourvue d'émotion. Puisque nous discutons si ouvertement et si avidement de la composition génétique exacte de l'enfant qui grandit actuellement dans le ventre de mon épouse, j'ai estimé qu'il était juste et légalement approprié que chacun à cette table ait toutes les données scientifiques vérifiées correctes. Le faux sourire éclatant de Victoire a complètement disparu en une milliseconde. Un regard de panique authentique, non filtré et brut a traversé violemment son visage. Elle a tendu ses mains physiquement tremblantes et a lentement ouvert le rabat de l'enveloppe lourde. « Vous voyez ?» ai-je poursuivi, marchant lentement de long en large derrière ma lourde chaise. J'ai récemment effectué une visite personnelle et inattendue à la clinique de fertilité de luxe du docteur Dubois, en centre-ville. Je voulais comprendre pleinement la nature biologique exacte de ma grave infertilité avant que nous ne finalisions la paperasserie légale très contraignante du donneur. Mais la clinique m'a donné un rapport médical très différent de celui que Victoire avait commodément gardé enfermé dans son classeur de bureau à domicile pendant 3 années agonisantes. Victoire a sorti la pile épaisse de papier de l'enveloppe. J'ai regardé le sang s'écouler rapidement de son visage jusqu'à ce que sa peau paraisse complètement pâle et maladive. Paul a agressivement déchiré son enveloppe, ses sourcils arrogants se froncèrent d'une confusion profonde et authentique alors qu'il fixait les termes médicaux denses. Il n'a clairement pas compris. Lisez la section fortement surlignée en bas de la première page, Paul, ai-je ordonné sèchement, ma voix coupant le lourd silence comme une lame physique. Lisez-le à haute voix pour que toute la table l'entende. Paul a dégluti difficilement, ses yeux jetant des regards frénétiques autour de la pièce, cherchant désespérément une stratégie de sortie. Il a secoué la tête agressivement et a refusé de parler. Très bien, je vais absolument le lire, a soudainement retenti Claire, sa voix résonnant d'une autorité absolue et d'une profonde satisfaction. Elle s'est penchée agressivement sur la table, a arraché le document officiel directement des mains glacées de Victoire et a lu le texte en gras à haute voix et clairement. Le patient est 100% fertile. Aucune anomalie reproductive détectée. Le nombre de spermatozoïdes, leur motilité et leur morphologie sont bien supérieurs à la norme moyenne. Excellent candidat pour une conception naturelle. Ma mère a haleté bruyamment, un son dramatique et sifflant, sa main volant rapidement à sa poitrine. Mon père m'a regardé dans un choc total et stupéfait, la bouche légèrement ouverte. C'est tout à fait exact, ai-je déclaré, regardant directement dans les yeux complètement terrifiés de Victoire. Je suis parfaitement en bonne santé.
J'ai toujours été parfaitement en bonne santé. Mon épouse aimante et très dévouée a complètement forgé un faux document médical sur son ordinateur, a activement modifié mes résultats de laboratoire officiels, a falsifié la signature d'un médecin et m'a agressivement manipulé pour me faire croire que j'étais biologiquement défectueux pendant 3 années agonisantes. Et elle l'a fait pour une raison spécifique, pour couvrir un mensonge massif, dégoûtant et impardonnable. Julien, non. C'est une terrible erreur. Victoire a finalement hurlé, sa voix se brisant dans un désespoir pur et non adultéré alors qu'elle se levait. La clinique a dû complètement mélanger les dossiers. Je ne vous ferai jamais ça. Vous devez me croire. Je vous aime. Je n'ai pas discuté avec elle. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement tendu la main dans la poche de ma veste, pointé ma main vers le salon et appuyé sur le bouton de la petite télécommande numérique. Instantanément, l'énorme téléviseur intelligent de 75 pouces dans le salon adjacent s'est allumé. La tête de tout le monde s'est violemment tournée pour regarder l'écran énorme. Affiché en texte haute définition, agrandi de manière à ce qu'il soit impossible de le manquer, se trouvait une capture d'écran de la conversation numérique entre Victoire et le contact enregistré uniquement sous le nom de P. J'ai appuyé à nouveau sur le bouton, faisant avancer le diaporama terrifiant. Une photographie haute résolution, incroyablement claire, de Victoire et Paul s'embrassant passionnément dans le hall d'un hôtel de luxe du centre-ville a rempli tout l'écran. Clic. Une autre photographie très accablante d'eux buvant du vin coûteux sur mon propre canapé de salon tout en portant des peignoirs. Clic. Le message texte final, le coup de grâce absolu, est apparu. Victoire, je reviens du gynécologue privé. Je suis officiellement enceinte de cette semaine. Le rythme cardiaque est incroyablement fort. Paul, mon fils. J'ai hâte de me débarrasser de ce pathétique de mon frère pour pouvoir réclamer exactement ce qui est à moi. Le silence dans toute la maison était si absolu, si profondément lourd. On aurait dit que tout l'oxygène avait été complètement aspiré de la pièce par un vide. Ma mère a poussé un gémissement bas, horrible et guttural et a enfoui son visage profondément dans ses mains. Le visage de mon père a pris une teinte dangereuse et alarmante de violet foncé. Paul s'est physiquement effondré sur sa chaise, l'air de vouloir vomir directement sur son steak coûteux et intact. Vous m'avez complètement sous-estimé, Victoire, dis-je, ma voix tombant à un murmure terrifiant, glacial. Vous pensiez en fait que j'étais faible. Vous pensiez que j'étais stupide. Vous pensiez fermement que vous pouviez utiliser mon salaire stable pour financer votre style de vie somptueux. Utiliser mon bien immobilier coûteux pour loger en toute sécurité votre enfant illégitime et utiliser ma destruction émotionnelle absolue comme un écran de fumée tragique et commode pour légitimer votre liaison incestueuse dégoûtante avec mon propre frère aîné. J'ai tourné mon regard féroce entièrement vers Paul. Il a désespérément essayé de bomber le torse, tentant de sauver un petit fragment pathétique de son ego complètement brisé. Julien, écoute-moi tout de suite. Paul a bégayé bruyamment, levant les mains de manière défensive. Ce n'est pas exactement ce que ça a l'air sur cet écran. Nous sommes tombés amoureux avec le temps. Nous ne voulions pas te faire de mal. C'est juste arrivé. Ferme ta putain de gueule, ai-je claqué, ma voix résonnant fort et violemment sur les murs. Tu es un lâche pathétique et absolu, Paul. Tu l'as toujours été. Tu t'es caché en toute sécurité derrière les énormes comptes bancaires de mes parents toute ta vie privilégiée. Tu as garé ta Porsche la plus récente sur ma pelouse aujourd'hui comme si tu étais chez toi. Agissant de manière supérieure tout en couchant secrètement avec mon épouse dans des hôtels bon marché parce que tu n'avais pas la dignité élémentaire d'être un vrai homme et de me faire face. J'ai tourné mon attention intense directement vers mes parents. Ils regardaient l'écran de télévision lumineux avec une horreur absolue, mais je n'avais pas fini de les tenir responsables. Et vous aussi, ai-je dit, le profond dégoût évident dans chaque syllabe que je prononçais. Ne restez pas assis à ma table et ne prétendez pas être choqués par cette horrible liaison. Je sais exactement comment cette famille malade fonctionne. Vous avez soutenu son idée de donneur de sperme complètement folle sans hésitation parce que vous vouliez agressivement protéger Paul. Vous vouliez garder son petit secret sale au sein de l'unité familiale pour éviter strictement un scandale public massif à votre country club. Vous étiez parfaitement disposé à me laisser élever sans le savoir son enfant et à épuiser complètement mes finances juste pour protéger votre précieux enfant choyé des conséquences de ses propres actions. Ce n'est absolument pas vrai, Julien, rugit mon père défensivement, retrouvant enfin sa voix et se levant avec force de la table. Nous n'avions absolument aucune idée qu'ils couchaient ensemble derrière ton dos.
Nous jurons devant Dieu. Cela n'a absolument aucune importance si vous connaissiez les détails spécifiques. A soudainement crié Claire, claquant violemment ses mains sur la table en acajou, faisant trembler les verres à vin. Elle s'est levée, dominant agressivement Victoire. Vous avez créé ce monstre arrogant. Vous avez loué Paul pour absolument tout et avez traité Julien comme une ordure absolue pendant des décennies. Et toi, Victoire, a dit Claire, sa voix dégoulinante de pur venin alors qu'elle regardait sa sœur en sanglots. Tu es la sociopathe la plus dégoûtante et la plus manipulatrice que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Tu as activement essayé de détruire un homme bon et honnête juste pour voler ses biens durement gagnés et jouer à la maison avec un perdant narcissique. Victoire a éclaté en larmes hystériques et complètement incontrôlables, enfouissant son visage profondément dans ses bras sur la table. Elle sanglotait violemment, implorant bruyamment pardon, prétendant qu'elle était profondément confuse, prétendant qu'elle m'aimait. C'était absolument pathétique et incroyablement satisfaisant à regarder. J'ai tendu la main dans ma lourde mallette une dernière fois et j'ai sorti les 2 enveloppes épaisses restantes. J'ai jeté la première directement sur l'assiette de Victoire. Juste au-dessus de son coûteux rôti d'agneau intact. Ce sont les papiers de divorce finalisés et juridiquement contraignants, Victoire, ai-je déclaré froidement. Mon avocat est complètement vicieux et il a une montagne massive de preuves concrètes prouvant un adultère extrême, une fraude médicale criminelle et une grave détresse émotionnelle intentionnelle. Vous n'obtiendrez absolument pas un seul centime de mon salaire ou de mes économies. Vous n'obtiendrez pas un seul mètre carré de cet immobilier, que j'ai complètement protégé légalement avant même que nous nous marions. Vous avez exactement 24 heures pour faire vos valises et quitter ma maison où je ferai en sorte que la police locale vous expulse physiquement pour intrusion. J'ai pris la 2e lourde enveloppe et l'ai jetée directement sur la poitrine de Paul. Elle l'a frappé fort et est tombée sur le parquet. Et ce document, Paul, est un procès civil massif pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle grave et participation active à une conspiration visant à commettre une fraude médicale. Je vais légalement vider tous vos comptes bancaires. Je vais m'assurer absolument que votre luxueux cabinet de marketing voit chacun de ces messages texte-ville. Vous vouliez désespérément être l'homme de cette maison. Félicitations. Vous êtes sur le point d'être complètement ruiné. J'ai lentement regardé autour de la pièce une dernière fois. La dévastation absolue était totale et complète. L'illusion parfaite de banlieue était brisée en 1 million de morceaux irréparables. Ce dîner est officiellement terminé, ai-je dit, pointant directement vers la lourde porte d'entrée. Sortez de ma maison, vous tous, tout de suite. Faisons une pause un instant. Merci d'être restés avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. Veuillez m'aider en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous afin que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait également savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les retombées explosives immédiates de ce dîner désastreux furent une implosion spectaculaire et incroyablement violente de tout ce que Victoire et Paul avaient désespérément essayé de construire. Lorsque vous construisez agressivement une énorme maison entièrement faite de mensonges et de tromperies, il suffit d'une forte rafale de vérité absolue et indéniable pour faire s'effondrer tout le fondement structurel. Et je n'ai pas seulement fourni une petite rafale de vent. J'ai apporté un ouragan légal de catégorie 5 directement à leurs portes respectives. Fidèle à ma parole très stricte, Victoire était physiquement hors de ma maison le lendemain matin avant midi. Elle a agressivement tenté de mettre en scène un énorme sit-in dramatique sur le sol du salon, sanglotant hystériquement, jetant des objets et refusant d'emballer ses coûteux vêtements de créateur. Elle a désespérément menacé d'appeler la police locale et de prétendre faussement que j'étais physiquement violent envers une femme enceinte. Malheureusement pour elle, j'avais déjà complètement anticipé son comportement psychotique et manipulateur. Mon avocat était en attente sur appel rapide, et j'avais discrètement installé des caméras de sécurité cachées dans les principales zones de vie des semaines auparavant. Lorsque j'ai calmement sorti mon téléphone et lui ai montré le dispositif d'enregistrement en direct, capturant toute sa fausse crise de colère, ses fausses larmes ont cessé instantanément. Elle a frénétiquement fait 2 grandes valises, les a jetées brutalement dans le coffre de sa voiture de location et est partie. Elle avait l'air complètement vidée, réalisant enfin qu'elle n'avait absolument plus aucun levier à utiliser contre moi. Naturellement, n'ayant nulle part où aller, elle a immédiatement emménagé dans l'appartement de luxe de Paul au centre-ville. Ils ont stupidement pensé qu'ils pourraient enfin être ensemble ouvertement, jouant le rôle des victimes tragiques et profondément incomprises d'un mari cruel et insensible qui avait expulsé une femme enceinte.
Mais la dure réalité est un enseignant remarquablement efficace lorsque vous n'avez plus de coussin financier stable sur lequel vous appuyer confortablement. Mon avocat a agi avec la vitesse impitoyable et la précision clinique d'une frappe de drone militaire. Les procédures de divorce légal ont été incroyablement rapides, complètement brutales et entièrement unilatérales. Parce que j'avais sagement et légalement acheté le bien immobilier bien avant notre mariage, et parce que nous avions gardé nos principaux comptes financiers largement séparés, grâce au conseil de mon ami Marcus, Victoire n'avait aucune réclamation légale sur ma maison. De plus, dans notre état spécifique, les preuves numériques accablantes et très documentées de son adultère grave, combinées à la falsification criminelle de mes dossiers médicaux, ont complètement anéanti toute chance qu'elle avait d'obtenir un soutien conjugal ou une pension alimentaire mensuelle. Elle est repartie d'un mariage de 5 ans avec absolument rien d'autre que les vêtements sur son dos, de graves dettes de cartes de crédit et un bébé qui grandissait rapidement qu'elle devait maintenant soutenir financièrement entièrement seule. Mais la partie la plus douce et la plus profondément satisfaisante de la vengeance fut de m'asseoir et de regarder le monde doré et intouchable de Paul se désintégrer complètement en cendres. L'énorme procès civil que j'ai officiellement intenté contre lui pour détresse émotionnelle et fraude fut un cauchemar très public. Il a traîné agressivement son nom impeccable et soigneusement entretenu dans la boue juridique pendant des mois. Mais le véritable coup de grâce dévastateur porté à son ego est venu d'une source entièrement inattendue. Sylvia, une cliente VIP très influente, incroyablement riche, du cabinet de marketing de Paul au centre-ville, a eu vent du drame juridique croissant. Sylvia était une femme d'affaires à l'ancienne, farouchement loyale, qui valorisait avant tout l'intégrité absolue, et elle détestait activement les scandales désordonnés et très publics associés à sa marque. Lorsque Sylvia s'est renseignée avec désinvolture sur les rumeurs troublantes qui circulaient autour de son responsable de compte principal, un employé de niveau inférieur mécontent lui a discrètement montré quelques-uns des détails divulgués concernant Paul couchant avec la femme de son propre frère et falsifiant activement des documents médicaux. Sylvia a été absolument dégoûtée par le grave manque d'éthique. Elle a immédiatement retiré son énorme compte d'entreprise de plusieurs millions d'euros du cabinet de marketing, citant explicitement le grave manque de caractère moral de Paul, son manque de fiabilité fondamentale et son terrible jugement comme seule raison de son départ. Les associés principaux du cabinet n'ont pas hésité une seule seconde. Paul a été limogé sans cérémonie le lendemain matin. Ils l'ont complètement privé de son énorme salaire à 6 chiffres, de ses généreux bonus d'entreprise très attendus et de son titre prestigieux. Sans sa source de revenus élevée, son style de vie somptueux et fortement financé s'est effondré comme un château de cartes dans une violente tempête. Dans les 3 courts mois suivant la perte de son emploi, la banque a officiellement repris la Porsche noire personnalisée. J'ai en fait pris un chemin légèrement plus long pour rentrer du travail un après-midi, juste à temps pour voir la lourde dépanneuse commerciale emporter physiquement son précieux symbole d'arrogance absolue dans la rue animée du centre-ville. Ce fut sans aucun doute l'une des vues les plus incroyablement satisfaisantes que j'ai jamais vues de ma vie. L'immense stress financier a immédiatement commencé à empoisonner la relation toxique et fragile de Victoire et Paul. Claire, qui est restée mon allié inconditionnel et ma plus proche confidente tout au long de l'épreuve, a pris un immense plaisir à me tenir au courant de leur misérable et rapide spirale descendante. Selon le réseau de Claire, Victoire et Paul se livraient à d'énormes disputes hurlantes qui faisaient trembler les murs minces de leur appartement chaque nuit. Paul a férocement blâmé Victoire pour la perte complète de sa prestigieuse carrière, de sa voiture bien-aimée et de sa réputation immaculée en ville. Il a hurlé à plein poumon que sa falsification médicale bâclée et amateur était la raison exacte de leur terrible désordre. Victoire a violemment blâmé Paul en retour de ne pas s'être battu plus durement au tribunal et d'avoir complètement échoué à lui offrir le style de vie luxueux et insouciant qu'il lui avait explicitement promis lorsqu'il l'avait convaincu de détruire notre mariage. Quand le bébé est finalement né, la dure et impitoyable réalité de leur situation s'est pleinement installée. Il n'y avait pas de fonds d'études massifs en attente pour l'enfant. Il n'y avait pas de fête somptueuse et entièrement traiteur pour célébrer la naissance au country club. Il luttait fortement juste pour payer les couches de base, le lait maternisé et le loyer mensuel d'un appartement du centre-ville qu'il ne pouvait plus se permettre avec 0 revenu. Paul s'est avéré être, de manière prévisible, un père entièrement inutile et très absent. Exactement le genre d'homme qui aime l'idée absolue d'un héritage mais déteste profondément le travail acharné, les nuits blanches et le sacrifice de la véritable parentalité. Désespéré, confronté à l'expulsion et complètement à court d'options, Paul s'est tourné vers les seules personnes qu'il avait toujours aveuglément tirées de ses terribles erreurs, nos parents vieillissants.
Bernard et Martine ont été contraints par leur propre culpabilité écrasante de liquider drastiquement une partie massive de leur plan de retraite et de puiser sévèrement dans l'héritage qu'ils avaient fièrement construit pendant des décennies juste pour éviter à leur enfant choyer une faillite totale et dévastatrice. La contrainte financière extrême les a profondément vieillis tous les deux. Les parents fiers et arrogants qui avaient ri avec désinvolture de ma profonde douleur pendant ce dîner du dimanche étaient maintenant entièrement légalement enchaînés à un fils misérable et financièrement ruiné et à une belle-fille qu'ils méprisaient secrètement. Ils ont obtenu exactement ce qu'ils avaient toujours voulu. Ils ont pu garder Paul dans la famille, entièrement dépendant d'eux pour toujours. Alors que la lourde poussière toxique de l'explosion émotionnelle massive commençait enfin à retomber, je me suis retrouvé debout dans le calme absolu de ma propre maison. Pour la toute première fois en 3 longues années angoissantes, je pouvais enfin respirer profondément sans ressentir un poids écrasant et suffocant de profonde insuffisance appuyé lourdement sur ma poitrine. Je n'étais pas biologiquement défectueux. Je n'étais pas émotionnellement brisé. J'étais entièrement libre. Le processus de guérison n'a absolument pas été un miracle du jour au lendemain. Il a nécessité un travail profond et très intentionnel chaque jour. J'ai recommencé à aller à la salle de sport religieusement, canalisant ma colère persistante et ma profonde trahison à soulever de lourdes charges jusqu'à ce que l'épuisement physique pur efface complètement le bruit mental bruyant dans ma tête. J'ai activement renoué avec les amis loyaux et solidaires que j'avais activement repoussés pendant les années sombres de la fausse crise d'infertilité. Je me suis jeté passionnément et agressivement dans ma carrière à l'entreprise de logistique, assumant de nouveaux projets d'entreprise massifs avec une concentration renouvelée et aiguisée comme un laser. Sans le vampire émotionnel constant et épuisant de victoire qui aspirait mon énergie chaque nuit. Ma vie professionnelle a absolument explosé dans les 8 mois suivant le divorce légal finalisé. J'ai obtenu une promotion massive au poste de directeur régional, avec une augmentation de salaire substantielle qui a assuré mon avenir financier indéfiniment et a complètement reconstitué les fonds que j'avais dépensés pour les avocats. Mais la partie la plus belle, la plus inattendue de ma vie complètement nouvelle fut ma relation en évolution rapide avec Claire. Nous ne nous sommes absolument pas précipités dans quoi que ce soit de romantique. Notre connexion initiale a strictement grandi à partir d'un traumatisme partagé et d'un profond dégoût mutuel pour les personnes horribles qui nous avaient complètement trahis tous les deux. Nous avons passé d'innombrables nuits tardives assis sur ma terrasse arrière, buvant du vin bon marché et parlant simplement pendant des heures de nos vies, de nos objectifs de carrière et de nos limites individuelles. Claire était complètement différente de Victoire à tous égards imaginables. Elle était farouchement honnête, incroyablement terre à accent grave terre, et elle n'a jamais essayé de manipuler mes émotions pour obtenir ce qu'elle voulait ou gagner une dispute. Elle respectait complètement mon espace, et je respectais profondément sa farouche indépendance et son intelligence. Lentement, incroyablement organiquement, cette profonde fondation de respect mutuel et de confiance absolue s'est transformée en un amour sincère et profond. Il n'y avait absolument aucune pression, aucun agenda caché, et absolument aucune précipitation vers des étapes sociétales arbitraires comme le mariage ou le fait d'avoir des enfants immédiatement. Nous avons juste vraiment apprécié la paix tranquille d'être ensemble, complètement libres du drame toxique qui avait précédemment défini nos vies. Bien sûr, le silence absolu de ma famille toxique a fini par être brisé. Environ 1 an après les énormes retombées, longtemps après que Paul ait complètement épuisé leurs ressources financières, j'ai entendu un coup timide et hésitant à ma lourde porte d'entrée. Je l'ai ouverte pour trouver mes parents debout maladroitement sur le porche. Ils avaient l'air incroyablement fragiles, profondément fatigués et sévèrement humiliés par la dure réalité de leur terrible choix. Mon père se frottait nerveusement les mains, regardant ses chaussures. Ma mère regardait le sol, absolument incapable d'établir un contact visuel direct avec moi. Julien, commença mon père, sa voix se brisant légèrement d'une émotion sincère et d'un profond regret. Nous voulons nous excuser sincèrement. Nous avons fait une terrible erreur, complètement impardonnable. Paul a complètement tout ruiné ce que nous avons construit. Il est tellement incroyablement en colère tout le temps. Et Victoire nous rend la vie un enfer avec ses exigences. Tu nous manques profondément, mon fils. Nous voulons désespérément arranger les choses. Nous voulons redevenir une vraie famille. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, regardant attentivement les 2 personnes qui m'avaient si facilement et froidement écarté quand elles pensaient que je ne servais absolument à rien à leur grand héritage familial. Je ne ressentais plus de colère brûlante. Je ne ressentais plus de haine. Je ressentais juste une profonde et immense pitié pour eux. Je ne suis absolument pas votre plan de secours, ai-je dit, ma voix incroyablement calme,
parfaitement régulière et entièrement dépourvue de toute colère résiduelle. Vous avez fait votre choix définitif il y a des années, et vous avez bruyamment confirmé ce terrible choix à ma table de salle à manger. Vous avez choisi la fausse illusion de la perfection plutôt que votre propre fils. Vous avez activement choisi de protéger un agresseur narcissique au lieu de défendre la victime évidente. J'ai passé toute la dernière année à reconstruire méticuleusement ma vie, ma carrière et ma paix, et je refuse absolument de laisser cette toxicité rentrer chez moi un jour de plus. S'il te plaît, Julien, nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous couper les ponts pour toujours. Pense aux arrangements funéraires de la famille à l'avenir. Pense à la garde. Pense à l'héritage, a crié ma mère, tendant une main physiquement tremblante vers mon bras dans une supplication désespérée. J'ai reculé fermement, établissant la frontière physique et émotionnelle. Vous n'êtes absolument plus ma famille. Ma famille, ce sont les gens qui me protègent activement, qui me respectent et qui me disent la dure vérité. Vous ne voulez pas vraiment un fils. Vous voulez juste une porte de sortie pratique du cauchemar que vous avez activement contribué à créer. Ne venez plus jamais à cette maison. Ne m'appelez pas. Si vous le faites, j'impliquerai mon avocat. J'ai fermé la lourde porte en bois doucement mais fermement. Entendant le loquet de la serrure se refermer solidement. Je suis retourné dans la cuisine lumineuse et chaude où Claire préparait du café frais, elle m'a regardé, une question silencieuse et très solidaire dans ses beaux yeux. J'ai simplement souri, l'ai embrassé doucement sur le front et me suis versé une tasse chaude. J'étais enfin vraiment chez moi. Parfois, la vengeance absolue la plus grande n'est pas de détruire complètement vos ennemis de manière dramatique. La vengeance la plus grande, la plus satisfaisante est de leur retirer de manière permanente l'accès à votre lumière, à votre énergie et à votre immense succès. Ils sont forcés de vivre dans la réalité sombre et misérable qu'ils ont créée pour eux-mêmes, tandis que vous pouvez vous exposer au soleil éclatant et construire une vie qu'ils ne pourront absolument jamais, jamais toucher. Je pensais vraiment que j'avais besoin de leur validation pour être un vrai homme. Il s'est avéré que m'éloigner d'eux de manière permanente a été la chose la plus masculine et la plus puissante que j'ai jamais faite de ma vie.